Hello à tous et bienvenue sur le podcast La tête en mer. Ce podcast partage les récits de plongeurs, ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau. Nous parlons de leur parcours, de leurs témoignages de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent. Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée. Je suis ravie d'accueillir sur l'épisode numéro 8 de La tête en mer, Franck Daouben. Breton d'origine, Franck a commencé sa carrière en tant que bosco dans l'armée pour devenir plongeur de bord. C'est après 6 ans de marine qu'il a pu commencer à exercer à Djibouti ainsi qu'aux îles Kerguelen, le Graal pour un marin. Franck est également un apnéiste. Il nous raconte ses expériences souterraines exceptionnelles aux Canaries, entouré des plus grands apnéistes français. Séduite par le travail qu'il réalise avec son association Les Enfants de l'Océan, quand Franck m'a contacté sur la page Facebook La tête en mer, j'ai tout de suite voulu lui dédier un épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Franck. Bonjour. Je te remercie de m'avoir contacté sur la page Instagram, de la page Facebook même de La tête en mer, et je te remercie de l'intérêt que tu portes au podcast. Quand tu m'as raconté ton parcours en tant que plongeur et ton lien fort avec la mer, j'ai tout de suite voulu qu'on échange un petit peu plus et partager ton récit à tous ceux qui nous écoutent. Donc, tu as un parcours assez incroyable. Tu as été 20 ans dans la marine en tant que plongeur. Tu as conduit des travaux sous-marins, 3 ans en Afrique, et tu as été 13 mois aux îles Kerguelen, qui me semble être le Graal pour un marin. Aujourd'hui, tu es responsable d'un centre d'apnée aux Canaries. Donc, on a beaucoup d'expériences fortes à discuter ensemble. Je crois que ta famille t'a pas mal influencé sur tous ces choix de vie. Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous expliquer ton enfance qui était du coup à Brest, puisque tu es breton d'origine? C'est ça, 100% pur beurre. En fait, j'étais tout le temps, j'étais très souvent avec mon grand-père qui était dans la marine, qui avait fait un court séjour dans la marine, puis commandant de remorqueur. Voilà, on était sur le bord de la côte, hein, du côté de Port-Salle, et c'était de nombreuses balades, sur les dunes, des promenades sur les dunes, et il me racontait les cailloux, il me racontait, et on allait en mer ensemble. Donc, ouais, j'ai été bercé par ça, par les courants, par le vent, par toutes ces petites choses. Ouais. Et je crois que ton grand-père aussi était en fait déjà dans l'armée en tant que marine lui aussi. Du coup, la première question que je voudrais te poser, et que c'est pas anodin, comment on devient du coup plongeur dans la marine? Comment on se spécialise sur cette activité-là? Et ben, alors actuellement, on peut rentrer directement, on peut faire la demande pour rentrer directement, mais à mon époque, et j'ai l'impression d'être très vieux quand je dis ça, il fallait d'abord avoir une spécialité, et puis après, on pouvait opter pour ce certificat-là. Donc, moi, je suis rentré comme Bosco, parce que ça me semblait être l'aspect la spécialité la plus marine qu'il puisse y avoir. Hein. On pilote des bateaux, on est dans les manœuvres, on est marin, quoi, tout simplement. Et puis, et c'était aussi la voie royale avec la spécialité de mécano ou une autre de fusilier. C'est un peu les trois spécialités qui permettaient de postuler pour le cours de certificat de plongeur de bord, qui est la porte d'entrée à tous les certificats qui en découlent par la suite, que ce soit des mineurs, que ce soit nageur de combat. Il faut d'abord passer par le plongeur de bord. D'accord. Alors, tu as utilisé le terme Bosco. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? En gros, le Bosco, il participe à toutes les manœuvres. Alors, le Bosco, c'est le chef de la plage. La plage, c'est ou la plage avant ou la plage arrière, mais voilà, c'est le patron. C'est lui, c'est le maître d'équipage qui va diriger les hommes sur la plage lors des manœuvres, d'appareillage, d'accostage, lors des différentes. Alors, ça existe, les différentes manœuvres, ça existe aussi. Ça existe dans la marine, ça existe dans la marine marchande, pardon, je cherche mes mots. Voilà, chez les marins de commerce, il y a aussi le Bosco. C'est vraiment quelque chose de. C'est le marin qui est maître d'équipage. D'accord. Ok. C'est le plus haut gradé dans la marine? Non, c'est pas le plus haut gradé, parce qu'il y a les officiers qui sont là pour ça, mais c'est le meneur d'hommes par excellence. Généralement, le Bosco, tout le monde le connaît. Il ne connaît pas tout le monde, mais tout le monde le connaît.
Ok, et lui répond à ses ordres. Ouais, c'est ça. Et tu disais, donc, il y a cette première formation pour être plongeur, mais après, tu dois choisir une spécialité. Laquelle tu as choisi, toi? En fait, une fois à Bosco, tu prends ton certificat, enfin, tu demandes à passer le certificat de plongeur de bord, qui était pour moi la consécration, enfin, le but premier de mon entrée dans la marine. C'était et d'une part être sur des bateaux, conduire des bateaux, et d'autre part être sous l'eau. Donc voilà, j'avais les deux certificats qu'il me fallait, j'avais plus qu'à faire la carrière que je voulais. Et une fois, du coup, ces formations en poche, j'imagine qu'il faut encore être affecté à certaines missions. Est-ce que toi, tu as pu être, du coup, vraiment plongeur au sein de l'armée et faire, du coup, ces plongées qu'on visualise un petit peu enfin, voilà, si tu peux nous décrire un petit peu quel type de plongée tu as pu faire. Donc, à la sortie du cours de plongeur, moi, j'espérais intégrer la base navale et les plongeurs portuaires. Et en fait, ça ne me déplaisait pas. Je me suis retrouvé 3 ans en Afrique de l'Est, à Djibouti, où j'étais affecté sur un bateau pour créer une cellule plongée. Et c'était un bateau qui servait en cas de conflit de récupérer tous les ressortissants européens qui seraient en Afrique de l'Est. Donc un bateau avec une porte à l'avant et qui venait se beacher sur les plages pour pouvoir récupérer les ressortissants. Donc avant de beacher la porte, avant de poser la porte sur une plage, il faut aller voir s'il n'y a pas de cailloux dans le chenal. Et donc, je suis descendu à Toulon et j'ai passé un petit certificat supplémentaire sur le chenalage et comment vérifier, enfin, voilà, une méthodologie pour vérifier que l'axe de présentation du bateau était clair. Donc, c'était très intéressant aussi. Et pendant ces 3 ans-là, en fait, j'ai travaillé avec la base navale de Djibouti où il y avait des plongeurs qui faisaient des travaux portuaires. Donc, j'ai pu voir un petit peu ce que c'était tout ce boulot-là. Et donc, j'étais convié régulièrement sur des chantiers. On a pu mettre en place des mouillages pour le ministère de l'Environnement djiboutien pour éviter que les bateaux de plaisance viennent jeter leurs ancres sur les coraux. Voilà, on a fait des petites choses comme ça. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et moi, ça me permettait d'avoir une première expérience dans le travaux portuaire. D'accord, ok. Et c'est de cette expérience-là, du coup, que tu as eu cette transition et spécialisation, du coup, sur les travaux sous-marins, ou tu as continué dans l'armée? Ben non, en fait, je suis rentré et j'ai demandé à rejoindre les plongeurs, mais je me suis retrouvé sur un autre bateau qui était un bateau pour faire de la. C'est des bateaux écoles, en fait. On appelle ça la ménagerie, parce que ce sont des bateaux avec Ouais. des noms d'animaux. Moi, j'étais sur le léopard. Et donc, voilà, je me suis trouvé plongeur de bord sur un bateau. Donc, ça avait aussi son intérêt parce que le plongeur de bord intervient en cas d'homme à la mer, intervient sur des petites choses comme ça, des bouts dans les hélices. Donc, on a quand même un intérêt sur le bateau. Euh, C'était un peu complexe parce que j'étais seul plongeur à bord, donc toujours des difficultés pour plonger, pour faire ces entraînements. Il fallait pouvoir combiner avec les autres bateaux pour pouvoir s'entraîner en escale. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, quand il y avait de l'opérationnel, on se mettait à l'eau et on y allait. Alors, l'opérationnel, c'était pas non plus quelque chose de grandiose, hein, mais des bouts dans l'hélice, des choses comme ça engage quand même le bateau. Donc, si on n'est pas là, eh ben, c'est retour à quai. Donc, ça a quand même son importance. On a quand même cette importance-là à bord. Bien sûr. Et là, tu dis quelque chose qui m'interpelle. Tu dis que tu étais le seul plongeur. Et ça, quand on commence la plongée, on nous apprend toujours qu'il faut toujours plonger à deux. Du coup, en termes de sécurité, est-ce que tu avais des équipements en plus ou comment ça se passait à ce niveau-là? Non, on n'a pas d'équipement en plus. Je pourrais raconter une petite anecdote par la suite, mais on n'a pas d'équipement en plus sur autorisation du commandant. Alors, ça commence à dater un peu, mais il me semble qu'on peut plonger dans la zone des 6 ou 12 mètres solo. J'ai D'accord. plus la profondeur vraiment en tête, mais avec dérogation du commandant et exceptionnellement, on peut le faire. Donc là, quand on va sur une hélice, voilà, on n'a pas beaucoup de fond. Et ce jour-là, le commandant n'était pas très chaud pour que j'aille enlever. Alors, c'était un filet qui était dans l'hélice. Et donc, c'était pas sur le ton de la plaisanterie, mais je lui ai proposé de le faire en apnée. Et D'accord. ça l'a rassuré en fait que je le fasse en apnée, ce qui est complètement incohérent parce qu'on se retrouve sous l'eau à découper un filet.
je veux dire, si j'étais bloqué dans le filet à un moment ou à un autre, c'était beaucoup mieux avec mon bloc, avec mes bouteilles de plongée qu'en apnée. Mais bon, voilà. Donc, une fois ou deux comme ça, le commandant est sur des bateaux différents. Je me souviens avoir passé un câble aussi sur une. Enfin, voilà, il préférait que je le fasse en apnée plutôt qu'en bouteille. C'était assez drôle. D'accord. Ok. Et toi, tu avais déjà une expérience en apnée, j'imagine, pour t'engager Oui, bien là-dedans. sûr. Oui, j'étais déjà un moniteur d'apnée et puis et je pratiquais sur mes heures, D'accord. sur mon temps libre. Ça marche, ouais. Et je reviens un petit peu sur les plongées que tu pouvais faire du coup en tant que marine. Est-ce que tu as fait des plongées en recycleur ou elles ont toutes été en bouteille plastique? Tout à l'air. Tout à l'air ou au nitrox sur la fin, parce que ça s'est un petit peu démocratisé, mais tout était à l'air ou au nitrox un petit peu. Jamais au recycleur, ça appartient aux démineurs ou aux nageurs de combat. Et sur les travaux sous-marins, c'est vrai qu'on a souvent l'image de plongeurs en scaphandrier à des profondeurs assez importantes. Ça a l'air d'être un métier qui est quand même voilà, particulier et je pense qui rebute certaines personnes. Est-ce que toi, tu peux nous partager ton expérience de ce métier? Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait 2 ans sur ce bateau-là. Après, je suis parti 13 mois au Kerguelen. Et au retour des Kerguelen, j'ai enfin pu intégrer euh, le pool plongeur de la base navale de Brest. Alors, avant, on appelait ça la direction du port. Et là c'est le rêve d'une vie pro, quoi. C'est vraiment, on est tous les jours dans l'eau, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. De toute façon, on n'a aucune excuse, on ira travailler sous l'eau. Donc, tous les jours, on est dans l'eau. Des fois, eh ben, on est dans la vase et on voit pas nos mains. Et des fois, on est sur des coffres à ouessant, on manipule avec des chaînes de sang. Alors, ça parle peut-être pas, mais une maille d'une chaîne de 100, un maillon, c'est 30 mètres. Une maille, c'est juste une boucle. Et ben, une maille démontable d'une chaîne de 100, c'est 140 kilos. Voilà, donc juste pour un petit peu visualiser, on a des tonnes de ferraille qui sont autour de nous, qui sont manipulées par les grues des bateaux. Et nous, on est là pour les positionner, pour faire les jonctions entre les différents maillons. On travaillait avec des encres de 9 tonnes pour les plus grosses. Voilà, c'était quelque chose de démesuré quand on était quand même assez petit à côté de tout ça. Mais c'était hyper intéressant et ça nous apprend à avoir du recul, alors j'allais dire surtout sur ces chantiers-là, mais d'avoir toujours ce recul sur n'importe quelle situation qui nous permet d'avoir un œil, une vue d'ensemble et de voir où est le danger ou de prévoir ce qui est le danger à venir. Et là, sur ce genre de plongée, tu restes combien de temps sous l'eau à peu près? Alors, on reste sur des tables MN90, donc ce sont des tables qui nous permettent en moyenne de faire 15 minutes à 30 mètres, si je les ai encore en tête. Et puis, voilà, c'est évolutif. Je crois que c'était 50 minutes à 20. On a la fameuse 75 minutes à 15. Donc voilà, on ne reste pas à des temps très très longs. On ne va pas à des profondeurs limitées à 35 mètres. D'accord. Donc, il n'y a rien d'héroïque. C'est juste un job qui se fait sous l'eau. Bien sûr, ouais. Et combien de plongées par jour à peu près? 2 max. On est limité à 3 par période de 24 heures. Et là, on était à 2 maximum. Ok. Et pas tous les jours. Ouais. Donc là, Et le reste du temps, c'est reconditionnement du matériel, c'est entretien des bateaux avec lesquels on travaille. Enfin voilà, on a de quoi faire à quai aussi. j'imagine. Là, c'est vrai que c'est un métier qui m'a toujours impressionné parce qu'il faut quand même une double casquette. Du coup, savoir être bon plongeur, mais aussi bon bricoleur. Donc, j'imagine que tu as eu des formations à ce sujet-là aussi pour être capable de faire ce qu'il Oui, faut bien sûr. sous l'eau. Ouais. En fait, quand on intègre le pool de plongeurs de port, on redescend encore à Toulon et on fait 15 jours de formation pour transfert de charge et des choses comme ça. Donc, c'est des choses auxquelles moi,
j'avais déjà goûté avec les différentes affectations, mais voilà, là, on a quelque chose un peu plus précis, carré, académique, et, euh, et c'est intéressant, très intéressant. Génial. On a évoqué un petit peu du coup les îles Kerguelen. Alors j'ai l'impression que c'est un petit peu le Graal pour les marins, comme je disais au début. Il y a quelque chose de mystique quand on parle de ces îles, et j'ai même entendu dire que c'était l'enfer sur Terre. Qu'est-ce que tu as vécu toi là-bas? L'enfer sur Terre, waouh! Moi, j'ai vécu dans un petit paradis. C'est vraiment un endroit où euh, on a toujours du mal à en parler avec des gens qui n'ont pas hiverné, parce qu'on Mm. n'arrivera pas à transmettre ce qu'on a vraiment pu vivre là-bas. C'est vraiment quelque chose de très particulier. On est 13 mois en dehors du monde. Alors on me dit, ouais, isolé comme ça, mais j'ai jamais été autant accompagné, j'ai jamais été autant entouré qu'en étant là-bas, parce que la vie communautaire est très très riche. Moi, j'étais bosco, je pilotais le bateau et plongeur, mais je pouvais être aussi serveur au restaurant. On peut être projectionniste au cinéma. En fait, voilà, sur nos temps libres, on est au service de la communauté. Et puis, il n'y a pas d'administratif, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de transport en commun. On mange au restaurant tous les jours. Je veux dire, pour un enfer, enfin, moi, ça me va, quoi. Moi, C'est pire. je veux bien vivre comme ça. Donc, on est 60 pendant l'hiver austral et 120 l'été austral. D'accord, ce que j'allais te demander en termes de nombre d'équipages. Et alors, je pense là où les gens vont identifier les îles Kerguelen comme un enfer, c'est peut-être par rapport aux conditions de navigation qui sont assez rudes. Est-ce que toi, tu as pu notifier ça ou... Voilà, Oui, c'est rude, c'est rude. Oui, c'est rude. C'est le mois de mai, par exemple, hein, on est pendant l'hiver. Le mois de mai, c'est tous les jours au moins 50 nœuds de vent, mais minimum 50 nœuds de vent. donc Voilà. c'est déjà pas mal. Moi qui commence un petit peu Ouais. en voile, quand il y a 15 nœuds, c'est bien déjà. Donc voilà, et moi, donc sur le bateau que je pilotais, nous étions deux, euh, et il avait la même approche que moi, c'est-à-dire que tant qu'on pouvait y aller, on y allait. Et on adorait aller quand il y avait du vent, quand il y avait des conditions un peu péchues. Ça, voilà. On cherchait un peu ça, là, à faire monter l'anémomètre dans les tours. Voilà. Ça C'était, pimente l'aventure. ouais, c'est ça, un petit piment, ouais, un petit peu de piment. Et tu peux, alors juste c'est qu'on n'a pas rappelé où sont les îles Kerguelen, tu es entre Madagascar et l'Antarctique. Ouais, c'est ça. En dessous de la Est-ce Réunion, là, bien en que, dessous. et c'est des îles qui appartiennent à la France? Oui, Ouais. Et est-ce qu'il y a des habitants là-bas? ben, il n'y a que des gens de passage. Il n'y a que des gens de passage, il n'y a pas d'autochtones. D'accord. Et, enfin, et si, les autochtones sont les animaux. Et nous, on vient les déranger de temps en temps. Qu'est-ce que vous avez vu comme animaux là-bas? Bah alors dans l'eau, on était avec bon, les dauphins de Commerson, des orques, des léopards de mer, des éléphants de mer, des manchots. Ouais, c'est les principaux animaux qu'on peut voir là. Et puis sur Terre, bah, énormément d'oiseaux. C'est le Hmm. paradis des ornithos. Et vous avez débarqué quelquefois ou vous restiez de manière permanente Ah sur oui, le oui, bateau? bien sûr. Non, 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 c'est un bateau qui, en fait, on vivait dans le village et, le bateau était au mouillage et on l'utilisait pour amener les scientifiques sur les îles. D'accord. Ok. Vous étiez des terriens finalement Ouais, une fois arrivé là-bas. ouais, c'est ça. On était terriens. Ça marche. Et comme tu disais, ouais, il y a peu de. Tu disais que c'était difficile d'exprimer ce que tu as vécu là-bas à des gens qui n'y sont pas allés. C'est vrai qu'a priori, il y a peu de gens qui ont été là-bas. Est-ce que c'est dur, du coup, d'être envoyé en mission là-bas? Est-ce que toi, tu t'estimes chanceux d'avoir pu faire ça? Ah ben chanceux, ouais, bien sûr. Ouais, chanceux, ouais. C'est la plus belle expérience pro, j'imagine. Ouais, vraiment. Après, ça a continué avec le pool de plongeurs de port, mais là, c'est de là. Alors, le bateau s'appelle l'Aventure, hein, c'est pas pour rien. C'est Mm. vraiment l'aventure. On est au milieu de nulle part. Et, et cette vie communautaire est intense. Nous, on a eu une super mission où vraiment il y avait une entente. Donc, oui, oui, c'était exceptionnel. On est volontaire pour y aller. D'accord. C'est pas imposé.
Une mission Kerguelen ne sera imposée à personne. Non. Ok, de par la difficulté du coup de reprendre la Ouais, bah, mission. de l'isolement, ouais, l'isolement, hein. Même dans l'armée, on n'impose pas ces choses-là. Ok, intéressant. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la mission que vous aviez là-bas pendant 13 mois? Ouais, alors moi je devais amener les scientifiques ou ceux qui faisaient partie de l'infra sur les différentes îles, voilà, pour qu'ils puissent mener à bien leur mission, eux. Alors, il y a toutes sortes de missions scientifiques, hein. Ça peut être compter les chats, compter les moules aussi, c'est une mission un peu, voilà, aller recenser les oiseaux, enfin, aller relever, faire des relevés, des prélèvements d'air. Voilà, c'est plein de missions différentes et intéressantes. Il y a une station météo aussi, où tous les jours ils jettent un ballon pour faire des prélèvements en altitude. Voilà, et donc moi je les amenais sur les différentes îles et puis je servais aussi, enfin le bateau, pardon, servait d'ambulance si jamais il y avait des blessés sur les îles. Et on servait aussi pour débarquer tout le fret qui venait avec le Marion Dufresne. D'accord, ouais, ok. J'étonnerais que vous étiez le seul navire autour des Kerguelen à Oui, ce moment-là. c'est ça, ouais. Est-ce que c'est une limitation qui est imposée, un seul bateau autour des îles Non, à non, recentrer? du tout, mais en fait, on a un bateau qui est utile et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Et puis après, il y a des bateaux de pêche sur le plateau des Kerguelen, donc, qui sont dans la zone des 200 nautiques. Voilà, après, là-bas, non, il n'y a pas besoin de plus. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as pu plonger du coup en bouteille, que ce soit Oui, pour une bien sûr. mission? Ouais. Oui, en plongée, on devait découper les algues pendant l'été tous les 15 jours à peu près pour éviter que le porc soit emprisonné parce que ça pousse très vite, les macrocystis. On allait faire des vérifications régulières des mouillages, des différents points de mouillage qu'il peut y avoir dans le golfe. On, on a travaillé pour des bateaux de passage parce qu'ils avaient des soucis sur leur. Donc on y allait aussi. Des soucis sur leur safran ou sur. Donc on se mettait à l'eau pour cela aussi. Et pas de plongée récréative, du coup, tu pouvais un peu profiter Ah si, bien sûr. de Bien sûr, on l'entier. faisait des plongées. Bah oui. Bien sûr, on avait un chef de district qui était, tant que le travail était fait, nous laissait beaucoup de latitude. Donc ça nous a permis de faire des baptêmes de plongée à des gens voilà, qui n'avaient jamais été dans l'eau et de pouvoir faire son baptême au Kerguelen, c'était quand même quelque chose un petit peu exceptionnel. On se mettait à l'eau sans bouteille, sans rien, pour faire un petit peu d'apnée à la saison où les bébés éléphants de mer s'approchent de la côte. Et donc là, on se posait, voilà, tout simplement. Moi, j'étais assis sur le slipway avec de l'eau jusqu'à la taille, et les bébés éléphants de mer venaient petit à petit à notre contact. C'est eux qui venaient nous voir. Et Super. ils venaient, en fait, ils avaient un comportement de chiots, de petits chiots, c'est-à-dire un peu effrayés au début, et puis au fur et à mesure, ils s'approchaient et ils glissaient leur truffe sous nos bras, ils venaient embrasser notre masque. Bon, c'est des chiots de 200 kilos, alors on faisait quand même un petit peu attention, mais J'imagine. Ouais, mais t'es c'était. pas du tout apeuré, quoi. Je pense Non, ben non. Mais Génial. c'est pas être prétentieux, hein, mais je me suis jamais senti en danger dans l'eau avec les animaux. D'accord. Il suffit Ah, de voir un petit peu leur comportement avant de se mettre à l'eau, et puis. tu parles en particulier des îles Kerguelen ou même dans toute ton expérience de plongée, Non, peu importe. peu importe que ce soit en Antarctique ou ailleurs. D'ailleurs, je parle de l'Antarctique parce qu'on a eu beaucoup d'interactions avec les animaux, mais même en Afrique de l'Est où il y avait des requins voilà, qui font peur un peu à tout le monde. Je ne me suis jamais senti en danger. Alors Ouais, peut-être à tort par moment, mais une fois qu'on regarde un petit peu le comportement, qu'on a un petit peu de connaissances, sans être expert dans le comportement animalier, c'est un peu l'expérience qui parle au fur et à mesure, quoi. complètement, ouais. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées sur les requins. En effet, j'ai pu voir encore une statistique ce matin, comme quoi il y avait
une dizaine de morts d'humains à cause des requins par an et des milliers de requins tués par minute à cause de Ouais, l'humain. Donc, je pense que parce que le ratio est... c'est des dizaines de millions en fait par an. Ouais, c'est assez catastrophique d'entendre ça. Et juste pour terminer sur les Kerguelen, l'eau était à combien quand vous plongez? À 4 à peu près. 4 degrés? Wow. Entre 4 et 8, ouais. Ok, t'avais déjà plongé dans des eaux si froides ou c'était la première fois? Ouais, non, c'était. Alors, 8, ouais, parce qu'en rade de Brest, l'hiver, on y arrive hein, de temps en temps. 4, non. Non, ma première plongée a été assez difficile. Donc, j'avais Ouais, une tenue semi-étanche avec une cagoule un peu laxe. Je me dis, d'accord. ouais, c'est pas très grave, ça va le faire. Donc, je me suis mis à l'eau et c'était une catastrophe. Un coup de Ouais. poignard sur le dessus du crâne et ça a duré 25-30 secondes qui ont été très, très longues. Aïe. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est fait. Et donc, j'avais une cagoule supplémentaire pour pallier à ça. On apprend D'accord. de ses erreurs. Et donc aujourd'hui, tu es prof d'apnée, donc plongeur toujours, mais la bouteille en moins. Est-ce que tu as eu besoin de retrouver un peu de douceur après toutes ces expériences? Ah, c'est pas de la douceur, c'est une opportunité. Alors là, je dirige pas une structure. Je suis dans une structure qui est dirigée par un couple de Français, Eric et Géraldine. On est, non, c'est pas de la douceur. L'apnée a toujours fait partie de moi, aussi loin que je me souvienne. Ça a toujours, quand j'étais à la plage, je voulais toujours aller voir ce qui se passait au fond, Mm. ce qu'il y avait sous l'eau. Donc voilà, à l'époque, la limite, c'était, je ne savais pas qu'il fallait compenser, donc ça me limitait. Et donc voilà, et puis j'ai toujours fait de l'apnée en parallèle à mon métier, que ça soit à Brest. Et là, c'était une opportunité. En fait, je suis venu en vacances avec ma femme et un couple d'amis. Et on s'est rapproché d'un club qui parlait français pour une session d'apnée parce qu'on a beau avoir tous les diplômes du monde, quand on ne connaît pas un coin, les courants et tout ça, mais il faut se rapprocher des locaux. Donc voilà. Et puis cet instructeur, là, Yvan, nous a dit, bah, écoutez, moi je m'en vais, et mes patrons cherchent du monde. Ok, moi j'avais fini l'armée, mon copain aussi. Et ben, si vous voulez, pourquoi pas, enfin on verra. Et puis dans la semaine, on en a discuté entre nous le soir et c'est parti en live, il y allait banco. Et vous Et, n'êtes jamais reparti des vacances. et ben en fait, on est revenu régulièrement, mais voilà, on s'est installé ici rapidement. Donc c'est sur Lanzarote hein, que vous êtes. Lanzarote, ouais, aux Canaries. Ouais, l'île la plus à l'est du coup, qui a des C'est paysages ça, très, très lunaires. Lu- lunaire, ouais. J'ai eu l'occasion de plonger à Lanzarote au musée Atlantico. Atlantico, Musée, ouais. exactement. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, en fait, c'est un artiste britannique qui a eu la chouette idée de mettre des statues sous l'eau. Et il doit y avoir 5-6 sites, je pense, dans le monde maintenant. Il y en a un aux Caraïbes, je sais, en À Marseille, Méditerranée, ouais, à Marseille. Je crois qu'il y en avait un également aux Maldives, mais qui a été peut-être retiré depuis. Mais son idée, en fait, d'offrir finalement une expérience culturelle sous l'eau. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Le briefing était vraiment particulier puisque l'instructrice m'expliquait ce que l'artiste a voulu faire passer. Alors, celui de Lanzarote est assez poignant en plus parce que c'est quand même axé sur la mort. Donc j'étais dans un sentiment partagé sur le bateau en me disant waouh, qu'est-ce que je vais voir sous l'eau. C'est pas très profond, il faut l'open water pour y aller, si je ne me trompe pas, c'est à 14 mètres. ouais, entre Euh, 12 et 15, ouais, suivant la marée. voilà, ouais. Mais ouais, je suis contente de l'avoir fait. Alors, on voit beaucoup moins de faune, d'espèces marines que sur des plongées qui seraient à côté de rochers ou choses comme ça. Mais voilà, c'était une expérience quand même à vivre, je pense. Mais par contre, j'ai pas eu l'occasion de faire d'autres spots de plongée, alors qu'on m'a dit que Lanzarote avait de très très beaux coins. Est-ce que du coup, toi, en apnée, tu arrives à aller explorer ces coins-là, ou vous êtes plutôt dans une pratique, on va dire, plus sportive de l'apnée? Non, 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 en fait, quand on a du monde, on a quelques explos types, hein, des épaves, des choses comme ça. Et puis on travaille beaucoup sur le câble, hein, parce que les gens viennent nous voir pour faire de la profondeur quand même. On a des conditions d'entraînement qui sont à l'année quasiment identiques. Il y a environ une dizaine de jours par an où on ne peut pas se mettre à l'eau.
Donc, voilà, si on est venu ici, c'est vraiment parce qu'on peut s'entraîner toute l'année. C'est vraiment top. Le printemps éternel, c'est pas usurpé quoi, comme nom pour l'île. Et donc, voilà, on s'entraîne, on entraîne les gens, parce que nous aussi, on cherche à faire un peu de profondeur. Et puis, quand on a l'occasion, là, comme ce matin, par exemple, on va chercher des spots un petit peu différents, des endroits où on est dans des coulées de lave et il y a des trouées où on peut rentrer dedans, on peut ressortir, enfin des tunnels de lave en mer. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas souvent. Il y a d'autres endroits dans le monde, hein, c'est certainement, mais j'adore ça, moi, les explos et tout ce qui est souterrain. C'est des paysages un peu extraordinaires, moi, j'imagine, de par toute la lave qu'il y a sur Lanzarote, puisque c'est un ancien volcan. Ouais. C'est vrai que ça doit être quelque chose qu'on ne voit pas partout. C'est clair, ces coulées de lave qui rentrent en mer, là, et puis de pouvoir passer dedans, c'est exceptionnel. Et qui vient plonger avec vous? Est-ce que c'est des gens plutôt professionnels, expérimentés, qui, comme tu le disais, du coup, souhaitent s'entraîner à l'année et viendraient du coup peut-être plus l'hiver, à défaut de pouvoir s'entraîner en Europe, ou tu as aussi beaucoup de gens qui veulent s'initier et qui souhaitent démarrer l'apnée avec vous? Eh ben, écoute, demain matin, on a 2 baptêmes, des gens qui n'ont jamais fait d'apnée et un champion du monde Ok, en sur, même temps. ouais, sur la même session. On a le Génial. champion du monde de France en titre et puis un vice-champion du monde qui sont là depuis quelques temps. D'accord. Donc voilà, et à côté de ça, on fait des baptêmes, on fait passer des niveaux 1, des niveaux 2, peu importe la fédé, mais tout le monde vient en fait. Il n'y a pas de limite. C'est vrai que beaucoup sont un peu impressionnés par l'apnée en disant oh là là, j'ai vu Guillaume Néry. C'est vrai que oui, bah oui, forcément. C'est comme avant de passer son permis de conduire, dire ah, j'ai vu Hamilton conduire. Ouais. C'est bien sûr. Mais c'est la vitrine. Voilà, Guillaume Néry, c'est la vitrine de l'apnée. C'est des belles choses. Forcément, il tient longtemps, il va profond. Donc, les gens, ça les impressionne un peu. Ils ont un peu peur de venir nous voir. Mais en fait, il n'y a pas d'extraterrestre en apnée. C'est simplement, une fois qu'on a des bonnes conditions d'entraînement, qu'on a du temps pour s'entraîner, on peut aller profond. Et si on a moins de temps, eh ben, on va aller un peu moins profond, mais on peut quand même rester sous l'eau, aller voir les poissons, on peut faire plein de choses sans forcément aller à 200 mètres de fond, enfin à 100 mètres. Bien sûr. Ouais, je pense qu'on a cette image. Bah, c'est des athlètes finalement. Donc c'est sûr qu'ils ont une Ah, mais pratique c'est carrément des extrême. athlètes. C'est des athlètes de haut niveau. Et c'est vrai que bah, moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu encore. J'ai un peu cette appréhension, comme tu l'as décrit, de l'apnée, mais de tous les retours que j'ai de gens qui se sont initiés, me disant que très vite, en fait, en 2-3 sessions, ils arrivent à aller à 20 mètres. Alors, je t'avoue que j'ai encore du mal à y croire, mais on me l'a tellement dit que bon, je veux bien le croire. Ça paraît être quelque chose qui n'est finalement pas insurmontable. Qui demande en effet, je pense, du temps, mais comme quand on va passer le certificat de plongée, voilà, ça se fait pas en 1 heure. Il faut y investir un peu de temps pour comprendre la théorie et puis surtout faire de la pratique. Mais c'est génial du coup si des gens débutants aussi viennent vous voir et peuvent démarrer avec vous, surtout dans un cadre comme vous avez à Lanzarote. J'imagine que c'est une bonne expérience et un chouette souvenir pour eux. C'est clair. Et je crois que tu souhaites aussi sensibiliser les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est une association ou un groupe que tu as créé qui s'appelle les Enfants de l'Océan. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, ouais, les Enfants de l'Océan, c'est une association, loi 1901. On l'a créée en 2015, il me semble. Voilà, au départ, je regroupais des apnéistes et on partait faire des belles images à droite, à gauche pour après les montrer dans les écoles, pour montrer que la Terre est belle, qu'il fallait y faire attention. Voilà, sans marteler que c'est mal ce qu'on fait. Enfin bref, juste montrer des belles choses. Et puis les enfants me disaient souvent, mais quand est-ce qu'on vient avec vous? Alors, ça me paraissait un petit peu compliqué quand même.
Mais voilà, en s'entourant de personnes qui savent faire, on a créé un premier gros projet à l'extérieur aux Açores. On est parti, on les a amenés une dizaine de jours pour qu'ils se mettent à l'eau avec des dauphins, qui voient cachalot, baleine bleue, voilà, rorqual, commun. Ils ont vu énormément de choses, mais c'était pas simplement un voyage pour voir et en mettre plein les yeux. Il fallait qu'il y ait vraiment un travail derrière. Donc, en amont, ils ont appris l'apnée, ils ont appris la plongée bouteille, ils ont été à Océanopolis à Brest, ils ont passé une journée avec des soigneurs, ils ont relâché un phoque, ils ont été voir les gardiens du parc marin pour connaître un petit peu leur métier. Donc voilà, donc c'est les enfants de 8 à 12 ans. Et puis au retour, on avait 15 gamins, 15 points à traiter, chacun devait en prendre un. Ils ont animé des conférences que nous, on encadrait. Donc, ils ont pris des cours de théâtre pour être à l'aise aussi sur scène. Et puis, et voilà, donc on leur a donné un point. Je vais juste en citer un parce que je le cite toujours et que j'ai toujours des frissons à chaque fois que j'en parle. C'est Anaïs qui devait parler du massacre des baleines parce que bon, la pêche à la baleine a été arrêtée en 87 aux Açores. Donc, elle nous parlait de ça. Elle dit voilà, il y a encore des pays qui continuent à pêcher la baleine. L'Islande, le Japon, mais il y a plus de mammifères marins qui meurent de la pollution que de la chasse à la baleine. Donc, nous sommes tous responsables de cette extermination. Et voilà, ça, c'est une gamine de 12 ans qui arrive à nous sortir ça devant 150 personnes. Waouh. Et c'est son travail, voilà, c'est son travail à elle, c'est sa réflexion. Nous, on lui a juste dit, peux-tu nous parler de la chasse à la baleine? Et voilà, la réflexion, elle est partie de la chasse à la baleine et elle est arrivée jusque-là. Je trouvais Incroyable. ça énorme, incroyable. Et Ouais, la prise de conscience, de l'enfant était c'est ça, ouais. exceptionnelle. Et donc Et voilà, c'était une réussite. eux le disent avec des mots certainement plus simples et basiques que peut-être des experts scientifiques, mais Exactement, l'impact est énorme. c'est clair. Donc, donc il y a eu un 52 minutes de fait, donc un documentaire qui a été projeté jusqu'à devant 700 enfants. Et il n'y avait pas un mot. Donc pendant 50 minutes, quand on arrive à tenir 700 enfants, c'est que le documentaire est bon. Et en fait, on suit un des gamins de l'histoire. Et ils arrivent à s'identifier à Simon. Simon est le grand cachalot. Et voilà, et donc ce film a fait le tour de la France et était un petit peu dans les festivals internationaux. Et puis voilà, et donc on a voulu retravailler, donc on a fait autre chose après, de plus en local, les microplastiques dans le sable de nos plages, les dangers de l'estran. Voilà, on a organisé des petits stages comme ça, des interventions dans les écoles. Et le deuxième gros projet qui devait se faire, c'était d'amener les gamins aux Bahamas pour aller nager avec des requins. Euh, Parce que voilà, pour un petit peu. Alors là, ça serait vraiment pour créer un documentaire un peu plus poétique sur l'interaction entre l'enfant et le requin, et puis démontrer que ce n'est pas qu'une bête méchante et immonde, le requin, il est utile et ça peut être très beau. Et ouais, bah alors là, j'ai d'enfants en effet nager à côté de requins. Mais je pense que les images peuvent être assez marquantes, ouais. On l'espère. On a toujours un réalisateur de talent qui nous suit là, et qui nous suit depuis le début et qui est tout le temps avec nous et qui donne de son temps et vraiment, hein, vraiment. Donc, il s'appelle Johan Couteau. Il travaille pour notre asso gracieusement, alors que c'est son métier. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et j'adore ce qu'il fait. Sa technique d'image, sa caméra en mouvement. Il arrive toujours à nous faire quand on est dans ces films, dans ces documentaires, on se dit waouh, c'est encore plus beau que la réalité. Trop bien. Et Ouais. le premier reportage, on peut le retrouver sur Internet? Ouais, alors immersion islandaise, il se retrouve, donc ça c'était sur la faille de Silfra, il se trouve sur Vimeo. D'accord. Et puis Simon le grand cachalot, je pense qu'il est en accès libre. Génial. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Encore merci de m'avoir contacté et d'avoir partagé toutes ces histoires assez fortes, comme je disais au début, avec nous et qui le sont d'autant plus maintenant qu'on a tout ton partage d'expérience sur tout ça. Merci à toi pour le temps pris.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt!